Sunday Night Production. Bonjour à tous et bonnes vacances à toutes celles et ceux qui ont déjà la chance, le plaisir de profiter du soleil, de la plage ou de la montagne. Et pour vous accompagner, alors soit sur vos transats ou à votre travail, si vous n'avez pas encore la chance d'être en période de repos, eh bien on vous propose le replay d'une des interviews qui nous a certainement le plus marqué dans l'histoire du podcast Dans la tête d'un coureur avec le chef Thierry Marx. Alors cette interview, je l'ai réalisée avec Fred, ancien co-animateur du podcast dans les 4 premières saisons. Et clairement, aussi bien Fred que moi, on a été... Voilà, ça a été un plaisir de rencontrer Thierry, d'échanger avec lui, d'en savoir un peu plus sur sa philosophie de vie et aussi la relation qu'il a avec le sport. C'est la raison pour laquelle on a souhaité vous reproposer cet épisode aujourd'hui. J'espère qu'il vous plaira. Je vous laisse découvrir sans plus attendre cet échange et je vous donne rendez-vous lundi 4 septembre pour la saison 6 avec les épisodes inédits de DLTDC. Bonne écoute. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le podcast Dans la tête d'un coureur, l'interview. Et une fois n'est pas coutume, nous enregistrons cette émission depuis un magnifique palace, le Mandarin Oriental, où Thierry Marx nous fait l'honneur de nous recevoir et je peux vous dire que ça nous change de nos lieux habituels d'enregistrement. Thierry, merci de nous accueillir dans ton restaurant Le Sur-Mesure. On est absolument ravis de t'avoir aujourd'hui dans l'émission. Comment vas-tu ? Je vais bien et je te remercie de ta confiance et d'avoir accepté de venir jusque dans mes locaux. Avec plaisir, et nous sommes aussi en compagnie du plus gourmand des coachs en course à pied, c'est notre bien-aimé Fred, entraîneur du groupe élite au Stade Français Athlétisme et co-animateur du podcast. Fred, comment ça va ? Est-ce que tu es confortablement installé ? Alors là, je suis aux petits oignons et je suis vraiment ravi de tous vous retrouver pour un épisode particulier parce qu'on insiste souvent sur la notion de plaisir dans le podcast, que ce soit dans la pratique de la course à pied et à côté, s'il y a bien un épisode où le plaisir devrait être au rendez-vous, c'est aujourd'hui, je pense. Et je dois l'avouer, honoré de pouvoir échanger avec Thierry qui a un parcours des plus inspirants. Effectivement, Thierry, on te reçoit aujourd'hui dans le cadre de la course des 20 km de Paris qui met justement à l'honneur cette année la gastronomie et dont tu es le parrain. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on sera également présent avec Fred sur le village de la course puisqu'on va enregistrer une émission en public et on va rester dans le thème. On va parler de la nutrition du coureur. Je ne vais pas en dire plus puisqu'on aura l'occasion de revenir sur ça un peu plus tard dans l'émission. Avant ça, Thierry, j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps de te présenter. Tu es incontestablement une figure marquante de la gastronomie française et surtout un homme particulièrement hyperactif, puisque entre la direction de tes 2 restaurants, la gestion de tes écoles, de tes associations et tes nombreux passages à la télévision, et encore, là je ne vais même pas aborder tes nombreuses activités sportives, on va avoir l'occasion d'y revenir un peu plus tard, je me dis qu'avec autant de casquettes, ça ne doit pas être simple quand tu dois te présenter rapidement, comme par exemple lors de tes conférences, puisque tu es aussi conférencier, je ne l'ai même pas précisé. Oh, c'est pas non plus très compliqué. Je suis d'abord un artisan. Ça, c'est vraiment le traître mot de mon métier. C'est l'artisanat et l'artisanat des métiers de bouche, notamment celui de la cuisine. Et puis, chemin faisant, chef et puis chef d'entreprise. Chef, c'est une reconnaissance, je dirais presque interne dans la profession et une montée en compétence à une époque. Et puis ensuite, chef d'entreprise, c'est l'investisseur et quelqu'un qui croit ont des projets liés dans le monde de la restauration, mais dans d'autres univers de la gastronomie aussi. Donc voilà, c'est assez simple, faut pas complexifier la présentation et surtout faut garder beaucoup d'humilité parce que je ne suis qu'un artisan. Je veux dire, je pourrais être artisan menuisier, artisan charcutier, peu importe, mais l'artisanat, c'est quand même le premier seuil de l'entrée dans l'entrepreneuriat. Mais Thierry, t'étais quand même un artisan et avec toute l'humilité que tu as, mais tu es un artisan d'excellence. Mais quand on connaît ton parcours et le milieu duquel tu es issu, qui est bien éloigné des palaces et de la cuisine d'excellence, puisque tu as grandi en banlieue, alors plus précisément d'abord dans Paris, dans la cité HLM, dite du 140 Ménilmontant, puis dans la cité du Bois-l'Abbé à Champigny-sur-Marne. Quel souvenir, toi, tu gardes de cette jeunesse et du petit garçon que tu étais ? Et en quoi cette enfance et cette adolescence dans ce, on va dire, milieu un peu éloigné d'où tu es maintenant, finalement, a forgé l'homme que tu es dorénavant ?
Alors mais je te remercie de ta question parce que c'est vrai que je suis d'une extraction sociale modeste, comme beaucoup. Les quartiers n'étaient pas simples, c'est des quartiers pas encore en tension mais en friction. Et il fallait quand même être en capacité de pouvoir être autonome rapidement et physiquement être capable d'affronter certaines situations. Donc c'est des quartiers qui sont formateurs. Il y avait encore dans ces quartiers à cette époque-là des adultes bienveillants qui étaient là pour encadrer et coordonner un peu les choses. Et puis effectivement, l'arrivée en banlieue, il y a eu une vraie fracture parce qu'il a fallu passer le périphérique, arriver dans des quartiers qui étaient qu'on appelle maintenant gentiment politique de la ville, où il n'y avait rien. Et c'était des terrains vagues et des constructions en béton. Donc très rapidement, il a fallu s'orienter vers des choses qui pouvaient nous construire. Et le sport en a fait partie, bien entendu. Du coup, tu nous disais, notamment avec ce passage en banlieue à Champigny-sur-Marne, tu t'es retrouvé dans une sorte de désert social, si tu me permets l'expression, et tu la corrigeras si nécessaire. À ce moment-là, tu essaies de te construire, on te refuse l'entrée en école hôtelière pour te réaliser dans la mécanique. Tu arrives quand même, via les compagnons, à avoir ton CAP de pâtissier, puis après c'est l'armée, le Liban, un retour dans l'Hexagone, bien loin des métiers de bouche. Donc, a priori, un parcours semé d'embûches. Et dans cette période, est-ce que tu as toujours cru que tu t'épanouirais, ou cru ou su, au plus profond de toi-même, que tu t'épanouirais dans la gastronomie? Et clairement, la question qu'on peut se poser quand on a autant d'embûches, de chutes, d'obstacles qui se dressent en soi, comment t'as fait pour pas baisser les bras définitivement à un moment donné? Très honnêtement, dans ce que tu évoques, dans mon parcours de vie, finalement, il est vrai que quand j'arrive à Champigny-sur-Marne, que ce soit au Boulereau ou au Bois-l'Abbé, je suis déjà en échec scolaire. Donc, il était évident que d'aller demander à faire l'école hôtelière dans ce type de quartier, j'étais une énigme. D'ailleurs, on se demandait pourquoi je demandais l'école hôtelière et pas mécanique générale ou électromécanique. Donc, il n'y avait qu'un CET à l'époque de mécanique générale, et 90% des gens qui étaient dans ma situation scolaire se retrouvaient en mécanique générale. Je n'ai jamais vraiment aimé qu'on m'assigne à quelque chose. Je crois que je tiens ça de mon grand-père. Être assigné à une extraction sociale ou assigné à un quartier, c'était pas notre truc. Et à un moment donné, le risque était de vouloir en découdre. Ça, c'est un risque fort quand on est jeune adolescent comme ça. Et encore une fois, je dirais, coup de chance dans ce quartier d'avoir eu des gens autour de moi un peu bienveillants et qui ont évité l'errance de la cage d'escalier finalement. Mais au fond de moi, pour répondre à ta question, dès le quartier de Ménilmontant, je sentais une forme de veilleuse personnelle, quelque chose qui me disait non, tu vas t'en sortir, il faut c'est pas ta vie ça, ce sera pas ta vie, la difficulté de vouloir en découdre tout le temps parce que dans le quartier c'est compliqué, de pas y arriver à l'école, je sentais quelque chose en moi qui était une forme de veilleuse bienveillante qui éclairait un peu le parcours. Alors la définir, l'expliquer, donner du sens à ça, je ne sais pas, mais en tout cas j'avais cette phrase en tête de mon grand-père, qui était devenu français avec la guerre de 14. Et mon grand-père disait toujours, il n'y a que la mort qui est irréversible. Le reste, c'est des détails. Et donc, j'avais en tête que tant que j'étais pas mort, je devais faire quelque chose, avancer, et qu'il y aurait forcément une solution dans le mouvement, et qu'il fallait rester en état de veille pour attraper les opportunités possibles. C'est vraiment intéressant de revenir sur ton parcours puisqu'il est complètement atypique et aussi très éloigné de l'univers du guide Michelin où tu es aujourd'hui. Il y a un élément dans ta vie qui va être déclencheur et assez structurant. C'est la relation que tu vas entretenir avec le sport. Tu nous l'as dit, quand tu étais jeune, tu accumulais les lacunes jusqu'à te faire une réputation même de petit caïd. Mais c'est aussi à cette époque-là que tu vas faire la rencontre d'un éducateur sportif qui va t'initier au sport et tu vas trouver là une sorte de cadre éducatif. La question que j'ai envie de te poser, c'est avec le recul, quel impact penses-tu que le sport a eu dans ton développement personnel et aussi dans sa capacité à te tirer vers le haut? J'imagine que tu dois avoir une relation particulière avec ça. La relation au sport dans le quartier, elle a été, je pèse mes mots pour dire ça, extraordinaire. Je suis dans une période de ma vie où c'est très compliqué, c'est-à-dire que je ne comprends plus rien au collège, donc j'y vais même plus. Donc je traîne dans la cage d'escalier en permanence.
Quand on traîne dans la cage d'escalier, on cherche à en découdre toutes les 5 minutes. Et là, je tombe sur un professeur de judo, jeune champion d'ailleurs, extrêmement, qui faisait le tour du quartier avec sa voiture. Il disait, mais venez au judo, venez au sport, vous les jeunes. Il nous côtoyait, il nous connaissait, il était issu du même bâtiment que nous. Mais lui avait cette rigueur d'aller au sport. Et puis finalement, on l'a écouté. On était quatre garçons de la même génération. Finalement, on l'a écouté. Il nous a amenés au judo. Et nous qui aimions la bagarre, là, il allait falloir poser un cadre. Et c'est le premier cadre éducationnel qui nous a plu finalement. Parce que c'est la règle des 3 M. Mimétisme, mémoire, maîtrise. Le professeur, ou le sensei, comme on pourrait dire en judo, c'est le rôle modèle. Il faut faire aussi bien que lui. Il faut faire un aussi beau geste, il faut être aussi performant, il faut être aussi musclé, il faut être aussi baraqué. Il faut donner l'impression d'avoir peur de rien, etc. On a de fait que d'essayer de lui ressembler. Et finalement, dans ce mimétisme mémoire-maîtrise, cette règle des 3 M, va se créer un lien fort et il va poser ce cadre éducationnel pour nous aider à grandir. Donc, cadre éducationnel, il est simple, nous on a un acronyme pour nos écoles et pour Passeport, c'est Passeport pour l'emploi, c'est RER. Rigueur, engagement, régularité. Rigueur, c'est simple, c'est un projet. Projet d'égaler le professeur, d'être aussi bon, de devenir peut-être même un champion, on ne sait pas. L'engagement, c'est le mouvement, de lâcher la main du passé, même si le passé est un peu compliqué, des fois il faut lâcher la main du passé. Et la régularité, pas d'absence, pas de retard quand on arrive à l'entraînement. Et il va nous inculquer ça, tranquillement, gentiment. Il n'y a pas eu de pression excessive pour faire entrer ça. Et il avait deux forces, ce garçon que j'admire toujours beaucoup. C'était nous amener au judo. Et les jours où il n'y avait pas judo, il avait un autre éducateur qui nous emmenait à la boxe. Donc il n'y avait pas de temps mort. Et effectivement, qu'est-ce qu'il a construit chez nous? Il n'a pas fait de nous des champions. Il nous a donné confiance en qui on était. Et en notre capacité à s'adapter dans la vie. Et ça, pour moi, le cadre éducationnel du sport, c'est la meilleure des choses parce que ça vous apprend à être une personne ou une personnalité capable de s'adapter quand la vie est compliquée. On vit dans un monde compliqué, un monde qui est incertain, mais la capacité physique fait de vous quelqu'un qui va s'adapter à toutes les situations. Et ça, j'avais 13 ans et j'en garde un souvenir ému. Et s'il y a bien 2 cadres éducationnels que je veux transmettre, c'est l'apprentissage d'un métier et le sport. Le sport mène à tout. Peu importe votre niveau de pratique, le sport. Le seul moyen de faire un scanner le matin, quand on n'était pas frais, c'était d'aller courir, c'était d'aller à l'entraînement. Et finalement, on se retrouvait, nous, face à nous-mêmes. Et ça, c'est une école qui, jusqu'au jour où vous allez souffler la veilleuse, vous servira à quelque chose. Alors, on est... Je pense que je peux parler pour Guillaume et moi, vraiment sensible à ce que tu dis, parce que justement, pour ceux qui ne sont pas forcément dans le milieu sportif, on peut avoir que le sport, c'est effectivement beaucoup de règles, beaucoup de contraintes, beaucoup de sacrifices. Et moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'au-delà de ça, à travers finalement tout ce cadre bien organisé sportif, finalement, c'est un cadre très structuré qui permet de libérer la personnalité et qu'elle puisse s'exprimer pleinement. C'est ça. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'elle va nous mettre en face de nous-mêmes et voire même en face de nos contradictions. Et c'est la grande force du sport, c'est de très tôt nous mettre en face de la réalité. Et de dire, on est dur avec les faits, mais bienveillant avec soi-même. Les faits sont les faits. Vous avez trop mangé, vous avez trop bu, vous avez fait des choses qu'il ne fallait pas faire quand on veut être un sportif. Il faut rééquilibrer les choses. Il n'y a pas de place pour l'à peu près dans le sport. Même dans le sport amateur, il n'y a pas de place pour l'à peu près. Il faut y aller. Et moi, je crois que c'est le meilleur en tant qu'homme au sens large du terme. Bien sûr, il n'y a pas de sexe là-dedans. C'est de se dire, oui, ça permet de se construire. Et ça, c'est une puissance incroyable qui vous servira dans tous les domaines. C'est-à-dire que ce qui vous évitera de tomber dans l'ambiguïté de la recherche du bouc émissaire. C'est pas moi, c'est de la faute de l'autre. Souvent dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'école, dans les différents univers dans lesquels on peut travailler, il y a toujours cette tentation d'aller chercher la responsabilité ailleurs.
Or que quand tu es dans une course, tu es face à toi-même. Et si tu sais pas prendre tes responsabilités, ça va être compliqué. Et c'est ça, moi, qui, aujourd'hui, je revendique encore et j'essaye de transmettre à des gens plus jeunes, à des gens moins jeunes. Même quand la vie frappe fort, le sport peut être un moyen pour s'appuyer, se reconstruire. Et maintenant, je travaille avec des gens qui sont atteints de certaines pathologies. Et malgré leur pathologie, ils font l'effort du sport. Et bien souvent, on voit des cas de guérison ou d'amélioration grâce au sport. Parce que la vie peut frapper fort. Mais quand on est préparé physiquement, finalement, mentalement, on se retrouve préparé aussi. Et l'équilibre se fait. Et pour revenir, tu nous as parlé que tes premiers contacts avec le sport, c'était le judo et la boxe. Ouais. Mais on sait aussi que tu as couru quelques 17 marathons et on passe à 100 km et d'autres épreuves. Donc, du coup, moi, ma première question, c'est pourquoi le marathon? Déjà, pourquoi la course et pourquoi le marathon? Alors, je vais te faire marrer. Pourquoi la course? Parce que j'ai toujours été trop gros pour faire du judo et pas assez grand pour être gros. Donc, Tu étais trop gros pour le judo, mais pas pour la course? et pas pour la course. Alors, du coup, tu avais toujours un prof de judo ou un sensei qui t'emmenait courir et ça t'emmerdait d'aller courir avec des kawaii ou des vêtements qui étaient censés te donner chaud et te faire transpirer, ce qui servait absolument à rien. J'ai pris goût à la course parce que la course m'évadait. La course, c'est un effort assez intéressant parce qu'il est durable. Et après, j'ai trouvé dans la course le même plaisir que j'avais dans la cuisine. La cuisine, c'est plaisir, bien-être, santé. Quand tu commences à faire de la course, ça devient plaisir, bien-être, santé. La cuisine, c'est du lien social. La course, c'est du lien social. Tu pars tout seul, tu finis avec un groupe. Tu sais pas pourquoi. C'est un peu l'esprit des motards dans les années 75-80, quand je commençais à faire de la moto. On prenait la route en moto, on partait seul et on finissait à 30. Aujourd'hui, quand tu cours, tu pars 2-3, finalement tu te retrouves au bois ou dans un parc à courir et on est 25. Donc ce lien social aussi de la course, pour moi, c'est essentiel. Et pour finir sur les marathons, ceux qui n'ont jamais couru de marathon, eh bien faites-le une fois dans votre vie, parce que peu importe que vous soyez sur la barrière des 3 heures ou sur la barrière des 4 heures, quand vous allez passer ce tapis rouge, c'est un moment unique de votre vie. C'est-à-dire que vous dites, ouais, j'aurais pu faire mieux. Et ça préempte le marathon d'après. Et c'est quand même des moments extraordinaires, j'irais presque émotionnellement extraordinaires, parce que on découvre le plaisir de plus de douleur, une envie d'en redécoudre après 42 km quand même. Et ça, c'est des moments d'une intensité absolument incroyable. Donc, en étant très mauvais, j'ai continué à faire du marathon avec des copains, avec cette envie de se regrouper, de faire du lien, de faire une équipe et de dire de toute façon, le marathon d'après, ce sera le meilleur. Et du coup, est-ce que tu as un marathon qui est peut-être pour toi plus important que les autres, avec qui tu entretiens un lien plus étroit, parce que peut-être que tu t'es vraiment surdépassé ce jour-là, ou parce que dans ton histoire personnelle, ça t'a plus touché qu'un autre? Il y a plein de marathons, je pourrais raconter des anecdotes sur plein de marathons. Le marathon qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est le marathon du Médoc. Le marathon du Médoc, c'est dans les vignes du Médoc bordelais, enfin des vins de Bordeaux. Et c'était une histoire de passionnés. Je crois qu'on a mis au marathon des gens qui n'avaient pas du tout le physique pour être des marathoniens, ce qui était mon cas. Et donc ça, c'était mes premiers plaisirs marathon, parce que très lié à la nature. Et puis deuxième grand marathon, ça a été New York, parce que c'était juste après les attentats. On pensait que le marathon n'aurait pas lieu. Et finalement, je me souviens, et tout le monde se souvient, des premiers kilomètres dans un silence total. Juste le bruit des chaussures et le bruit du passage sur les ponts et les hélicoptères et les voitures de police qui étaient là. Et ça a été... c'est des moments d'une intensité absolument incroyable. Et puis évidemment, Chicago et d'autres. Mais je dirais, si je devais parler d'un marathon, c'est le marathon qui m'a initié, qui m'a fait passer le cap du marathon. C'est le marathon du Médoc. Et du coup, on voit que tu associes l'environnement et les voyages à tes marathons. Est-ce que pour toi, c'est un moyen aussi de partir un peu à l'aventure, courir un marathon? Est-ce que le marathon t'a fait voyager? Le marathon m'a fait voyager, pas que le marathon, mais oui, à chaque fois qu'on fait un marathon, on veut aller à Cuba, faire le marathon de Cuba. Ensuite, on se dit pourquoi il y a Tokyo, et puis il y a Hong Kong. Tout ça lié à mon métier, oui, ça m'a fait un petit peu voyager.
Mais au-delà de ça, ça reste quand même le plaisir du groupe, courir, de ce rassemblement humain que... La communion un peu avec tous les coureurs que tu peux avoir sur C'est le une départ, communion hallucinante. Et j'ai une anecdote sur le marathon du Médoc. J'avais fait un premier à 3,40, je crois, quelque chose comme ça. Et après, je devenais de moins en moins bon. J'essayais de participer aussi à l'animation de ce marathon. Et j'ai arrêté de courir le marathon du Médoc quand je commençais à être doublé par les gens déguisés. Et je me souviens d'avoir été déguisé par des gens qui étaient habillés en Blanche-Neige et les 7 nains. Et par les Schtroumpfs. Je me dis là, il faut que tu te trouves un autre marathon parce que là, tu deviens ridicule. Mais non, j'ai des souvenirs de marathons comme ça extraordinaires. Chicago, bien sûr, parce que c'était autour du lac Michigan et c'est un marathon rapide où je découvre les meneurs d'allure. Moi, j'avais un vrai problème avec l'allure, donc je partais trop vite et au semi, j'étais rincé. Donc l'envie, c'était de découvrir ces meneurs d'allure et qui m'ont emmené sur un marathon à 3,42. Bon, voilà, ça c'est les grands plaisirs. Mais la communion du marathon, la communion de la course à pied, le lien social que ça représente, comme la cuisine d'ailleurs, le fait que tu te connais pas, finalement, tu fais 3 bornes et tu as l'impression d'avoir passé ta vie avec la personne qui est à côté de toi, c'est quand même des moments émotionnellement forts. Et je me souviens qu'on a gagné le marathon du Médoc par équipe en ayant fait quelques temps avant les 100 bornes de Millau, et quelqu'un m'a envoyé cette photo où on est sur le perron de l'établissement avec lequel j'étais à l'époque, et on dit, tu te souviens, on a fait le Médoc, on venait juste de courir les 100 km de Millau. Et je trouvais ça extraordinaire de nous souvenir. Non, il y a une vraie fraternité d'hommes dans l'histoire de la course à pied. Et comment on arrive à s'entraîner? On sait que dans la restauration, on peut avoir des horaires qui sont un peu particuliers. Ça n'a pas été évident d'allier... Je vais te faire marrer. Alors, les horaires de la restauration, c'est un truc horrible. Donc, tu as une coupure l'après-midi dans laquelle tu peux aller courir. Donc ça, dans le Médoc, j'allais courir un peu l'après-midi. On y allait tôt le matin quand il faisait trop chaud. Un petit peu le soir après le service quand on était très, très motivé. Mais surtout, c'était le matin. Alors, quand on commence à préparer les marathons, c'était des préparations de 8 semaines, en gros, avec un petit groupe de copains. Et pendant ces 8 semaines, on était au taquet les 4 premières semaines. Après, je finissais les 2 dernières semaines à dormir avec mon short et mon maillot, de laisser mes chaussures avec un deuxième réveil près de la porte, pour avoir un premier réveil, me lever, aller chercher mes chaussures avec le deuxième réveil et de partir courir. Et puis là, c'était merveilleux parce qu'on partait courir entre Pauillac, Saint-Estèphe, l'Espar. Enfin, on courait à la limite de la forêt des Landes. Là, c'était extraordinaire. Mais il y a quand même des fins de préparation qui étaient quand même assez compliquées. Ouais. Bon, comme quoi, il n'y a pas d'excuses. Hein, quand on le voit, même des fois, dans certains milieux, des infirmières de nuit qui arrivent à courir, des chefs. Voilà, quand on veut, finalement, on peut. Ouais, il faut juste faire attention quand même de ne pas se blesser et de bien récupérer et puis de modifier un petit peu des comportements alimentaires des fois qui peuvent être un petit peu empiriques. Ça pardonne pas à l'erreur quand on... Ouais, clairement, mais on sent, hein, c'est très agréable, on sent la passion et même on peut ressentir la détermination que tu as mis dans l'atteinte de cet objectif et cette forme de... Parce qu'on peut clairement appeler de l'autodiscipline en disant, bah voilà, mais je suis fatigué, je mets les 2 réveils... presque je m'endors tout près avec mon short et mon maillot. Ça sera toujours 5 minutes de gagner le lendemain matin. Je pense que beaucoup peuvent se reconnaître. On va revenir sur une distance un peu plus courte parce que comme le rappelait Guillaume en intro, cette année tu es le parrain des 20 km de Paris. Alors, déjà ma toute première question c'est est-ce que tu as déjà couru cette course et est-ce que tu vas être sur la ligne de départ cette année? Je pense que je vais être sur la ligne de départ et je vais te dire pourquoi. Je dis pourquoi, parce qu'il y a un monsieur qui m'a beaucoup aidé dans la formation professionnelle à une époque quand il était à la retraite. Et c'est un monsieur qui a été un des premiers chefs à courir des marathons dans les années 70, où on parlait peu des chefs sportifs, où les chefs n'étaient pas beaucoup médiatisés, encore moins lui qu'un autre. Et il m'avait toujours donné l'exemple du sport. Il s'appelle Gérard Cagnat, et Gérard Cagnat va être sur la ligne de départ. Donc il est affûté, il travaille, donc, il s'entraîne. Ça va pas être une course de chef, ça va être une course pour lui rendre hommage aussi, parce que c'est un monsieur formidable.
Et c'est un monsieur qui, quand même, tous les matins, fait les 100 pompes, 100 tractions, et qui continue à se dire la solution est dans le mouvement, il faut être en condition physique pour faire ce métier. Et il m'a dit, écoute, tous les ans, je fais les 20 km de Paris, sachant que tu es le parrain, je le refais encore cette année. Et là, il est en pleine préparation, donc il me met un peu une pression un peu costaud. Mais non, j'adore. J'ai jamais eu l'occasion de faire les 20 km de Paris parce qu'il tombe à une période où je n'étais pas prêt. Mais là, cette année, on y va. Cette année, tu n'as pas le choix, il faudra être prêt. Exactement, il faut être prêt. Mais du coup, au-delà de ta pratique personnelle, aujourd'hui, tu es à la tête d'une équipe de presque 100 personnes. Et ce qu'on sait, si on est bien informé avec Guillaume, tu utilises le sport comme méthode de management. Et très concrètement, ça se concrétise de quelle manière et pour quelles raisons es-tu convaincu, au-delà de ce qu'on a nos expériences personnelles, mais qu'est-ce qui t'a convaincu que ce que toi tu avais retiré du sport pouvait être bénéfique pour l'ensemble de tes équipes, surtout dans un métier, les métiers de la restauration, de l'hôtellerie, qui sont déjà des métiers physiques, où on ne peut pas accuser ceux qui y bossent d'être dans la sédentarité, de leur rajouter en plus du sport. Comme je l'évoquais, le sport, c'est du lien social, c'est la reconnaissance de l'autre, c'est l'acceptation de la diversité, c'est un certain nombre de valeurs qui sont extrêmement fortes. Pour faire ces métiers, il faut durer. Pour durer, il faut être en condition physique. C'est important. Les horaires sont contraignants. Donc, j'ai amené le sport dans l'entreprise comme expression. D'abord, pour permettre à ceux qui n'en ont pas les moyens de pouvoir en faire. Parce qu'on a toujours l'impression que c'est facile de commencer dans ces métiers, mais on commence avec un salaire qui est somme toute pas terrible. Donc de pouvoir mettre à la disposition des collaborateurs des possibilités sportives, assez faciles à mettre en place, il y a des sports d'équipe qui sont assez faciles à mettre en place. De créer un club de running, c'est pas très coûteux et ça crée du lien. Et puis ça crée une fraternité d'hommes, comme je le dis souvent et je le dis au sens large du terme, peu importe la performance recherchée, c'est qu'à un moment donné, il y a un groupe qui parcourir, il y a un groupe qui s'unifie, il y a un groupe qui partagera des choses autrement que par les moments de friction liés à l'entreprise. C'est assez facile de se dire sur un parcours de course ou au vestiaire tranquillement, dire le mail que tu m'as envoyé, je n'ai pas compris, tu aurais pu m'en parler avant. C'est plus facile. Je crois que ça apaise les tensions liées à l'entreprise. Donc, vraiment, j'insiste beaucoup pour que mes collaborateurs et collaboratrices s'impliquent dans le sport, peu importe la discipline qu'ils choisissent. Mais on les aide beaucoup dans ce domaine parce que ça crée, et j'en suis convaincu, des relations apaisées entre les collaborateurs. Il y a une question qui m'intéresse pour rester un peu dans le monde de l'entreprise et les parallèles que tu peux faire avec la course à pied. Toi, quand tu emmènes tes collaborateurs courir, est-ce que tu vas remarquer un peu les masques tombés? Est-ce qu'il y a certaines personnalités qui vont se révéler, comme par exemple des gens qui peuvent être plus timides dans l'entreprise et qui vont se révéler en courant, des personnes peut-être qui vont prendre le leadership? Est-ce que voilà, tu notes des différences? C'est complètement vrai. C'est vrai que les masques peuvent tromper très vite. La frime peut arriver très vite. Les formules cosmétiques peuvent arriver très très vite. Moi, ce qui compte, c'est de durer. C'est-à-dire que l'hyper-performance, on n'est pas dans cette compétition-là. Moi, ce qui compte, c'est le groupe, les hommes entre eux, avec leurs qualités, leurs défauts, mais faire task force un petit peu dans l'entreprise. Donc, je me souviens de départ de courses où il y avait déjà dans le groupe de running qu'on avait monté des gens qui étaient extrêmement performants et qui prenaient le lead tout de suite. On les laissait partir et puis ils se retrouvaient 4 tout seuls. Nous, le groupe, on restait un peu derrière. Et très gentiment, on leur disait, mais c'était pour nous humilier ou c'était pourquoi vous ne restez pas dans le groupe, pourquoi vous ne mettez pas un objectif commun? Et l'entreprise, c'est de l'objectif commun. Et il faut aider tout le monde à atteindre ses objectifs. Donc on ramène l'idée de se rapprocher du groupe pour que l'ensemble du groupe soit dans la performance et pas simplement une ou deux personnes. Ok, on peut courir à 14 km/h. Nous, en moyenne, notre groupe court entre 10 et 11. Bon, aide-nous à arriver jusqu'à 11-12. Mais ok, tu peux faire ton tour tout seul. Mais là, tu ne seras pas un leader d'entreprise ou tu ne seras pas un bon manager. Donc là aussi, effectivement, les masques peuvent tomber. Des gens qui sont en difficulté se révéler. Les plus timides, finalement, s'intégrer dans un groupe autrement.
Et puis se mettre en confiance, c'est-à-dire que nous, on le dit tout le temps, on part ensemble, on arrive ensemble. Donc ça veut dire que dans la performance de l'entreprise, on entend que ça diffuse un petit peu comme l'idée du sachet de thé. On part ensemble sur une mission et on revient ensemble de la mission. La mission, on la connaît dans le monde de l'entreprise, elle est de faire le revenu, de répondre à une satisfaction de client pour que le revenu soit entreprise. C'est une mission comme une autre, mais c'est une mission. Et on entend d'y aller avec les 150 collaborateurs et de parvenir avec 2 ou 3 collaborateurs en moins. C'est une excellente transition parce que j'aimerais maintenant qu'on revienne sur ton engagement associatif. Donc cette année, tu as accepté d'être le parrain des 20 km de Paris en tant que fondateur de l'association que tu as cofondée avec Benoît Campargue, Passeport pour l'emploi. Alors, qu'est-ce qui t'a finalement motivé à incarner cette course ? Vraiment, quand on m'a parlé des 20 km, je me suis dit ça correspond à Passeport. Passeport, qu'est-ce qu'on a voulu faire avec Benoît? Benoît est un champion d'Europe de judo, il a fait les Jeux à Barcelone. On s'est dit il faut faire un truc autour du sport parce que c'est un cadre éducationnel extrêmement important dans des quartiers qui, par moment, le réflexe sport n'est pas toujours là et perdent l'aspect bénéfique du sport pour se construire en tant qu'individu. Donc on a créé Passeport pour l'emploi, 12 semaines de formation pour des jeunes gens qui vont intégrer une idée métier, mais en repassant par la case sport pour se remettre en confiance. Et je trouve que d'être le parrain de cette course, eh bien, aller donner encore une lumière un petit peu plus forte sur Passeport pour l'emploi, parce que il faut admettre que Passeport pour l'emploi, on en est très fiers, c'est 100% de retour à l'emploi pour un groupe de 12 personnes qui, au départ, se croyaient éloignés de l'emploi ou éloignés d'un projet professionnel. Mais le fait de reprendre confiance en eux, physiquement et mentalement, finalement, les conduit vers le succès du monde de l'entreprise. Et du coup, là, on sent bien, parce que tu nous racontais tout à l'heure que tu as eu la chance de rencontrer un éducateur sportif qui t'a permis, entre guillemets, peut-être le mot est peut-être un peu fort, tu me corrigeras, de te sauver, en tout cas d'une certaine destinée qui n'était pas forcément des plus folichonnes. Est-ce que là, l'idée, c'est d'en rendre l'appareil? Finalement, moi, j'ai eu cette opportunité, j'ai réussi à déceler qu'il y avait un cadre éducatif via le sport qui était finalement essentiel. Et est-ce que c'est vraiment donner cette opportunité-là et peut-être aussi montrer à d'autres structures que finalement on oublie peut-être certains fondamentaux dans la manière d'accompagner les jeunes ou les moins jeunes? Tu as raison dans ton propos. C'est vrai qu'il y avait une envie de dire, je vais même être très franc avec toi. En 2004 et en 2006, j'ai bénéficié d'un envoyé spécial. Voilà, une émission qui retraçait mon parcours professionnel. Énormément de gens m'ont écrit en me disant, mais moi aussi, je viens de ces quartiers, mais moi aussi. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose parce que il y a pas de raison. Et ça m'a donné l'idée de dire, mais qu'est-ce qui a marché pour moi? Il n'y a pas de recette miraculeuse. Il n'y a pas une recette qui dit, je vais avoir de la chance. Il y a une recette qui fait qu'il y aurait de la réussite. Non. Je me dis, ce qui a marché pour moi, c'est de retrouver 2 cadres éducationnels importants. Premier cadre éducationnel, ça a été le sport, parce qu'il est basé sur l'engagement. Et deuxième cadre éducationnel, ça a été la formation professionnelle chez les Compagnons des Devoirs Unis. Et ça, pour moi, ça a été 2 moteurs forts. Voilà, si je peux rendre ça, je le fais. J'avais une compétence dans le monde de l'alimentation, je n'en avais pas forcément dans le monde du sport, bien que le sport, comme tu me l'as dit, m'a redonné confiance en moi, donc quelque part te sauve un petit peu de quelques errances qu'il pouvait y avoir dans ces quartiers. Je me suis dit, il faut que je redonne ça. Il se trouve que je m'entraînais avec Benoît Campargue, qui est un coach sportif extraordinaire. Je lui ai dit, Benoît, il faut qu'on fasse quelque chose. Il me dit, bah ouais, il y a plein d'athlètes aujourd'hui qui sont en recherche aussi de formation professionnelle, de reconversion professionnelle. Ils ont été athlètes de haut niveau, mais ils cherchent aussi de la reconversion professionnelle. Et voilà, ça s'est enclenché comme ça. Et effectivement, aujourd'hui, que ce soit Cuisine Mode d'Emploi ou Passeport pour l'emploi, voilà 2 entités qui fonctionnent très très bien pour le retour à l'emploi. Mais c'est vrai que le sport, pour moi, et j'ai encore ce souvenir ému,
de cet entraîneur de judo qui venait dans la cage d'escalier et nous disait mais non, mais on prend ma voiture, allez-y, montez, mais non, t'as pas un kimono, on va t'en prêter un, et toi, qui venait nous arracher comme ça, sachant qu'il y avait un danger à rester dans ces quartiers. Et je crois qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, et à l'âge que j'ai, à 60 balais, il était normal de renvoyer un petit peu l'ascenseur, et puis de montrer que dans la vie, quand ça va pas très bien, il faut un projet et compter sur soi. Et pour compter sur soi, il faut que physiquement, on s'y prépare. Quoi qu'il arrive, même si c'est simplement de commencer à remonter les marches de son immeuble, et puis de commencer à aller courir, et puis de commencer quelque chose. Mais pourquoi je dis ça ? Parce que ça fait regarder devant. Il n'y a pas de projet dans le passé, il est passé. Donc c'est en allant de l'avant, en gardant cette notion de rigueur, projet, engagement, lâcher la main du passé et la régularité de le faire un petit peu tous les jours. Et on s'aperçoit qu'on se reconstruit comme ça. En t'écoutant, on se rend compte que tu n'es pas un ambassadeur qui a été choisi par hasard et que tu as des vraies convictions en ce qui concerne le sport et sa capacité à pouvoir aider les gens, notamment pour leur redonner confiance en eux, parce qu'on sait que dans cette société, c'est quand même dur d'évoluer, de se hisser quand on manque de confiance en soi. Nous, en tout cas, c'est des valeurs qu'on défend dans le podcast avec Fred et on est ravis que tu puisses véhiculer tous ces messages à travers cette interview. Il y a quand même une question qu'on se pose, c'est est-ce que en dehors des 20 km de Paris, t'as pas envie de te relancer sur marathon, te relancer un défi ou même sur trail c'est des choses qui te font encore envie ou tu penses que ça y est, t'en as tiré un peu tout ce que tu pouvais déjà tirer? Non, j'ai tiré la quintessence du marathon. Après, j'ai bien dit, c'est plaisir, bien-être et santé, donc il faut faire attention, les cartilages qu'il faut et tout ça, hein, on connaît tout ça, les coureurs. Et je pense par contre l'hyper-trail, ça c'est quelque chose qui me branche bien parce que cette relation avec la nature, j'en ai besoin. Et c'est vrai que quand je m'étais préparé à une époque pour les Burons ou les Templiers, j'aime assez ça, la boue, un peu de pluie, un peu de gras, un peu d'odeur de la nature, moins d'asphalte. Je commence à prendre... ce qui compte, c'est de recréer un petit groupe pour y aller, et je pense qu'on va recréer un petit groupe pour repartir dans l'hypertrail. Là, aujourd'hui, on n'est pas trop fort on est sur Paris, donc... les quais, j'y arrive pas. Les Tuileries, les Buttes-Chaumont, ça me branche pas. Mais dès que j'arrive dans les Landes, dans le Médoc, sur Osgore, là, je retrouve la sensation de la nature. Et mon premier livre, quand j'étais gamin, c'est l'Appel de la forêt. Là, il y a un appel du trail quand même. Bon, on va te retrouver alors au départ de l'UTMB ou la Diagonale des Fous après les 20 km de Paris. L'UTMB, non, mais la Diagonale des Fous, c'est quand même la grande folie qui me reste avant de souffler la veilleuse un jour, de faire la Diagonale des Fous. Ouais. Okay. Bon, Fred, tu vas préparer un plan d'entraînement pour... On va voir ça avec Thierry. C'est un plan d'entraînement sur 2 ans. On va faire ça vraiment aux petits oignons, parfait. Puis en plus, il y a des coins sympas quand même en Ile-de-France. Hein. Déjà, tu as la forêt de Marly, je pense que tu connais, qui est magnifique pour préparer des trails déjà. Super. Voilà. On peut préparer un trail à Paris. Il faut sortir un peu de Paris, mais on peut. Il y a pas de Chaumont. Tu as une expédition dès lors que il y a vraiment cette sensation de l'appel de la nature. C'est-à-dire que comme je ne suis pas dans la performance, c'est le jeu qui m'amuse avant l'enjeu. Et je trouve que il faut être proche de la nature, le faire et se donner le temps pour le faire. Parce qu'à moins de 4 sorties par semaine, c'est pas très sérieux, quoi. Il faut se donner le moyen de ses ambitions. Exactement. On aime bien terminer toutes nos interviews par des questions récurrentes. La première, c'est si tu pouvais revenir 30 ans, 40 ans en arrière, quel conseil tu donnerais au petit Thierry de 10-12 ans ? Quel conseil je donnerais au petit Thierry d'il y a 10-12 il y a 30 ans en arrière, c'est toujours de croire aux libellules. J'adore ce petit insecte finalement que j'ai découvert bien trop tard, mais j'ai écrit un petit bouquin sur la libellule qui retraçait un peu ma vie finalement. C'est une libellule, quand elle a une difficulté, elle va à droite, elle va à gauche, elle monte, elle descend, mais elle recule jamais. Et j'aurais dit, sois une libellule, recule pas. Et à chaque fois que j'ai pas reculé, ça a fonctionné. Donc il faut pas reculer dans la vie. J'adore cette question parce qu'on a chaque fois, c'est une question récurrente qu'on pose à tous nos invités et à chaque fois,
on est surpris, on a des réponses différentes. C'est assez personnel, donc et c'est toujours très touchant. Donc, mais je pourrais te ramener ça à la merci course. pour ton témoignage. Parce que c'est vraiment une histoire des libellules, la course. Souvent, quand je partais sur un marathon ou sur n'importe quelle course, je disais, allez, c'est les premiers 10. Et puis, c'est les 20. Ah, puis ce serait quand même beaucoup plus long de revenir en arrière. À un moment, le côté pratique l'emporte. Exactement. Tu vois, et le nombre de fois où dans le Médoc ou à New York, je me disais, ah non, mais si j'abandonne, ça va être chiant pour retrouver. Donc, je restais dans le mouvement de la Et course. puis, j'ai pas de ticket de métro sur Et moi. puis, j'ai rien donc, sur voilà. moi. Et je vais avoir l'air d'un branque parce que je suis en short et en t-shirt. Donc, je reste dans la course. Super. Est-ce que, voilà, si quelqu'un veut se lancer dans le sport, il veut acquérir ses compétences de discipline, de rigueur, voilà, il veut essayer d'évoluer un petit peu, est-ce que tu lui recommanderais un livre, un film, quelque chose, n'importe quoi? Tout de suite à l'esprit, ça me vient pas. J'ai juste envie de lui dire, fais-toi confiance, quoi. J'ai pas de livre à citer comme ça. Je pourrais citer des champions, je pourrais citer tout ça, mais ça n'a pas d'intérêt. J'ai juste envie de te dire, mais fais-toi confiance, quoi. Je veux dire, allez, les 3 premières marches, et puis les 6, et puis les 12, à petite dose. Vas-y, à petite dose. Mais lâche pas. Mets la régularité qu'il faut. Parce que de ressentir quelque peu la douleur physique te fait ressentir que tu es vivant. Et tant que tu es vivant, t'avances. Et ça, c'est quand même... chaque fois que je vois des gens qui sont dans de grandes difficultés, je me souviens d'accompagnement de personnes en grande difficulté, mais leur grand truc, c'était de dire « Ah non, mais aujourd'hui, ah non, mais j'ai quand même repris les marches, j'ai quand même repris ça, j'ai quand même repris ça. » Et je les voyais se reconstruire au fur et à mesure de l'effort et au fur et à mesure de la douleur. Donc, faut pas avoir peur de cette douleur. Elle te signale que tu es vivant. Et ça, c'est quand même quelque chose de fort quand tu fais de la course. Et je me souviens de défendre une association qui s'appelle « À chacun son Everest ». Ouais, c'est vrai, à chacun son Everest. Donc, mets-toi un petit Everest au départ et tu verras qu'un jour, l'Everest, tu le feras, quoi. Bah, je suis complètement en adéquation avec ce que tu viens de dire et j'espère que peut-être des gens qui nous écoutent en courant et qui sont en plein dans leur préparation et ont des doutes, bah, ça va les aider. Il y a peut-être des gens aussi qui vont se préparer à courir les 20 km de Paris et on avait dit au début d'émission qu'on allait revenir sur un peu les animations qu'on va retrouver à cette course. Comment est-ce que toi tu seras présent? Est-ce que les gens vont pouvoir te rencontrer et échanger avec toi? Oui, je pense qu'on va me retrouver beaucoup. J'ai mobilisé pas mal de collaborateurs et de copains de Passeport pour l'emploi pour être là et pour être au cœur de la course et un peu sur les côtés aussi, parce que c'est un instant extraordinaire d'échange avec les personnes qui courent, avec les personnes qui courent pas, qui courront peut-être un jour. Et ce qui compte dans la course, c'est de faire naître le désir. C'est de dire, ah ben moi je l'ai pas couru, la prochaine fois, top, je m'y inscris. Il faut faire naître le désir du sport. Ça, c'est vraiment la grande formule. Et si on doit rendre hommage à une course comme les 20 km de Paris, quand tu la cours pas, tu te dis, ah non mais elle est pour moi celle-là, il faut que je la fasse. J'aurais dû y être. J'aurais dû y être. Donc tu te forces à... Moi je me souviens que le premier marathon, ça a été ça avec le Médoc, en me disant, mais pas possible qu'en habitant là, je ne cours pas cette course. Et je pense que l'avantage des 20 km de Paris, c'est qu'ils font naître le désir de la course. Il n'y a pas un soir, il n'y a pas un matin. Moi, j'habite sur les quais de Seine. Il n'y a pas un matin où je ne vois pas des gens courir. Il n'y a pas un soir où je ne vois pas des gens courir, même à minuit ou à 1h du matin. Donc ça, c'est la magie des 20 km de Paris. Et ces gens, je suis sûr que la plupart, je vais les retrouver sur les 20 km de Paris. On voit souvent beaucoup de coureurs avec le t-shirt, qui est assez identifiable parce qu'il est assez particulier, des 20 km de Paris. Donc c'est vrai que c'est une course qui est vraiment emblématique, quoi. Quand tu es à Chicago, quand tu es à New York, quand tu es à Tokyo, que tu vois un type qui a un t-shirt 20 km de Paris, tu dis, ah, tu les as fait? Comme quand tu vois un gars qui a le marathon du Médoc ou à New York, tu l'as fait? Ah ouais, je l'ai fait. Et tu parles, tu vois, comme ça crée du lien, c'est un déclencheur de lien social, et c'est quand même... Un créateur d'histoire commune. C'est un créateur d'histoire commune. Là, tu mets dans le mille en disant ça, c'est un créateur d'histoire commune, et c'est pas virtuel, quoi. T'en as chié, tu l'as fait, t'as transpiré, t'as eu mal aux pieds, t'as eu mal aux jambes, dans ta tête, il y a eu des doutes pendant longtemps, mais malgré tout ça, t'es allé au bout. Et c'est un créateur d'histoire commune. La phrase est belle.
En tout cas, tu seras la bienvenue sur notre émission live puisqu'on va enregistrer la veille de la course, donc le samedi, sur le village des 20 km de Paris. Une émission live. Fred, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce qu'on va parler de nourriture aussi, je crois, dans cette émission. Alors, on va parler de nourriture et on va essayer de répondre. Enfin, on va même y arriver. Je m'y engage personnellement autour de 20 questions qu'on peut se poser sur la nutrition du coureur à pied. Donc voilà, je vous en dis pas beaucoup plus parce qu'il va falloir quand même écouter. Mais voilà, l'idée c'est vraiment, on va se poser des questions très concrètes parce qu'on veut pas rentrer dans des considérations à la fois philosophiques, nutritionnelles, diététiques, vraiment compliquées. Voilà. Des questions qu'on se pose tous au quotidien par rapport à ma pratique sportive. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est de l'idée reçue? Qu'est-ce que finalement je croyais pas bon et qu'il serait au final? Voilà, de manière très concrète pour qu'on comprenne bien. On l'a souvent évoqué dans le cadre du podcast, mais que la diététique et la nutrition du sportif, et notamment du coureur à pied, c'est du plaisir au quotidien et tout le temps et que c'est pas de la privation comme certains peuvent le penser ou le relayer. Et je pense que peut-être Thierry, tu as une remarque à faire avec ça. Non, on peut se faire plaisir au palais en courant. Tu as raison, plus on fera attention à son alimentation, je dis pas qu'elle devienne contraignante, mais produits frais, les bonnes céréales qu'il faut, et de se dire, bon, de temps en temps, quand je fais un accro, c'est pas très grave non plus, et que c'est la dose qui fait le poison, comme on dit. Et je pense qu'il faut faire attention à l'alimentation de façon générale. Et puis, surtout, quand on est coureur à pied, il faut que son écosystème soit solidaire. Donc, si on commence à priver la famille à ne manger que certains trucs, on devient vite l'ennemi de la famille et l'ennemi de la table. Donc, je crois qu'il faut amener tout le monde dans une nutrition raisonnée et avec des parcelles de plaisir qui sont là aussi pour nous réconforter, de dire non, je ne suis pas un ascète de la course. D'ailleurs, j'ai croisé beaucoup de coureurs et les plus performants n'étaient pas ceux qui étaient dans l'ascétisme total. C'est vrai, souvent même, ouais. Ceux qui sont un peu dans les extrêmes ne sont pas forcément les coureurs les plus performants. Ouais. J'ai dégusté des grands vins avec un monsieur qui s'appelle Philippe Raymond, qui a été champion de France de marathon, et on se rappelle de dégustations de grands crus de façon extrêmement bienveillante. Ça n'empêchait pas de faire attention après pour la préparation. Même chez les champions olympiques, hein, des fois, on a vu on a vu qui n'hésitent pas des fois à se faire un peu plaisir sur voilà. Exactement. C'est très rare, attention, c'est quand même à le préciser, mais voilà. Donc en tout cas, si pour tous nos auditeurs, si vous voulez participer à cette course magnifique, n'hésitez pas à prendre votre dossard. Et si vous voulez participer aussi à l'émission, ça va être la bonne occasion. Donc on vous mettra toutes les informations pour venir assister à l'émission sur nos réseaux sociaux et sur le site internet. Thierry, merci pour ce très bel échange. On a été ravis de t'accueillir dans le podcast. Et puis maintenant, on te donne rendez-vous aux 20 km de Paris. On sera au départ et on sera là aussi pour t'encourager sur le parcours. Si tu cours, on espère pouvoir te voir et t'encourager de tout cœur avec Fred. Avec plaisir. Merci Thierry. Et puis merci on se voit bientôt. Avec plaisir. Vraiment, c'est les moments sport, les moments 20 km de Paris, ça va être des moments festifs et de liens sociaux forts. À très bientôt. À bientôt.